Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide dans cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Tyler qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi, Charlène. Bonjour Léo. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui après tout ce temps passé à échanger sur LinkedIn par message et autres et se dire, bon, est-ce qu'on ferait un podcast un jour ? On le fait, c'est maintenant. Est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais très bien Léo. Je suis ravie d'être avec toi. Merci encore pour l'invitation. Et j'ai une belle semaine là, qui s'ouvre à Paris. Tu ouvres le bal, je vais avoir pas mal de rencontres sympas, donc tout va bien. Trop chouette. Mais écoute, ravi que tu fasses un peu le tour de Paris. J'espère que tu n'auras pas de problème de métro, de RER, de pluie. Bon là, il y a la pluie aujourd'hui, mais peut-être que tu n'auras pas tout le reste. Ravi de t'avoir avec nous sur cet épisode. En plus, c'est le premier qu'on enregistre de l'année. Donc moi, je suis super content de commencer l'année. Tu commences Paris, moi je commence l'année avec toi. Le thème d'aujourd'hui va être hyper important. C'est comment est-ce qu'on mobilise ses collaborateurs et collaboratrices, tous ses collègues, pour faire des communautés, faire de la cooptation et pour rallier les hiring managers à sa cause. C'est les 3 parties qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, Charlène, est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes, 1 minute, qui es-tu et ce que tu fais aujourd'hui ? Très bien. Donc Charlène, j'ai 30 ans. Je suis une amoureuse des RH depuis l'adolescence. J'ai évolué pendant 8 ans dans le recrutement, donc d'abord en tant que TAM, puis responsable des équipes recrutement, marque employeur et directrice du développement RH dans une banque. Et j'ai toujours en fait été puisée dans les innovations, notamment dans le marketing, pour m'inspirer côté RH, pour mettre en place de nouvelles pratiques. Et donc, l'année dernière, j'ai décidé de créer mon activité, Talent Catcher, qui est un cabinet de conseil et organisme de formation en inbound recrutement et en marketing RH. Trop bien. Tu passes ta journée à parler inbound à différents clients tous horizons. Exactement, j'ai pas encore trouvé de synonyme, malheureusement. C'est vrai que c'est un peu la petite private joke qu'on a entre nous, c'est de pas dire le mot inbound, qui est ton mot chouchou et ton mot préféré, mais t'inquiète pas, hein, tu as le droit de le dire aujourd'hui sans aucun problème. Et d'ailleurs, une des manières de faire de l'inbound, c'est de demander à d'autres personnes de faire de l'inbound aussi. C'est une des parties dont on va parler aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer efficacement avec nos collègues pour recruter tous ensemble et pas faire un sport solo, mais du coup un sport d'équipe, rendre le recrutement beaucoup plus collaboratif. C'est souvent tu vas nous parler aujourd'hui. Et pour ça, je te propose de commencer tout de suite avec ce que tu appelles la communauté d'ambassadeurs. C'est un peu un des services que tu proposes à plein de tes clients. Mais moi, je me demande, c'est pas un truc qui est hyper connu aujourd'hui, il y a peu de gens qui le font. Quand est-ce que toi, pour la première fois, tu as vu ça, des communautés d'ambassadeurs et d'ambassadrices au sein d'une boîte ? Oui, très bonne question. Je t'avoue que le déclic, il s'est pas fait instantanément. Donc je pense que le déclic, déjà, il est outre-Atlantique, parce qu'en France, effectivement, c'est encore assez rare, mais notamment aux États-Unis, au Canada, ça existe depuis un petit peu plus longtemps. Et je pense que tu vois, le vrai déclic, c'est Starbucks qui me l'a donné. Donc sur une politique d'employé advocacy, donc de communauté d'ambassadeurs, mais commerciale. C'était pas un dispositif RH à la base. Donc notamment, Starbucks, ils ont un hashtag to be partner, il me semble. Oui, c'est ça, to be a partner, qu'ils proposent à leurs collaborateurs. Et chaque collaborateur va raconter son quotidien, notamment sur Instagram, ils ont à peu près 1 million de publications, tu vois, personnel avec ce hashtag, et ils racontent leur quotidien, j'allais dire d'équipiers, mais c'est pas le bon mot pour Starbucks, enfin de collaborateurs. Et c'est une démarche à la base effectivement commerciale. Et à force de suivre, de voir d'autres initiatives, je me suis dit en fait côté RH, c'est ce dont on a besoin. On recherche de l'authenticité, on recherche effectivement aussi de la viralité, enfin beaucoup de contenu. Donc effectivement, c'est un dispositif tout à fait applicable. Donc au début, dans les années 2015-2016, effectivement, je voyais surtout des contenus en anglais sur ce sujet, beaucoup de contenus plutôt commerciaux. Et puis petit à petit, notamment par le Canada et aussi en le mettant en place moi-même, ça a commencé à arriver en France. Et notamment, on a pas mal travaillé sur le sujet avec une chercheuse et des étudiants que j'avais sollicités pour créer la première communauté d'ambassadeurs.
Trop bien. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui l'as fait pour la première fois en France? Ou est-ce Non. que tu as eu vent d'initiatives similaires? Non, j'aurais pas la prétention. Néanmoins, quand on a commencé les travaux, effectivement, il n'y avait pas d'entreprise, voilà, qui, je pense qu'ils le communiquaient suffisamment. Et donc après, ça nécessite quand même, tu vois, là, avec le hashtag dont je parlais de Starbucks, c'est très précis. Donc voilà, je suis certaine que je suis pas celle qui l'a implanté. Néanmoins, je n'ai pas d'exemple d'entreprise française à te citer qui l'aurait fait avant que je le lance. Donc on peut dire que c'est toi. Même, on n'a pas de preuve que ce n'est pas toi. Ce qui veut donc dire que c'est toi. Bah, peut-être en commentaire de ce podcast, vous nous direz si vous en avez lancé une communauté avant 2016 en France, eh bien vous étiez pionnier. Non mais trop bien, on verra du coup, ça se trouve, tu vas découvrir justement des communautés qui étaient cachées et qui vont aller à la lumière du jour. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi faire des communautés? Les gens qui écoutent vont se dire aussi, mais ok, c'est quoi ta communauté? Donc pourquoi faire tout ça? Comme je le disais, c'est vraiment dans cette recherche d'authenticité, aussi pour répondre aux besoins des utilisateurs, enfin des consommateurs. On est tous en recherche justement de preuves, notamment dans nos actes d'achat. On va lire des avis, on va poser des questions. Donc ça, c'est un comportement qui est devenu générique. Et tout simplement, quand on parle de marque employeur, les études le montrent, les messages sont 24 fois plus partagés lorsque ce sont les salariés qui les publient. Quand tu compares à notamment une page corporate ou un dirigeant qui prend la parole, ça fait tout de suite un discours un peu plus marketé, donc moins crédible auprès des candidats. Donc il y a vraiment cet objectif vraiment de parler vrai. C'est l'objectif de la marque employeur quand même, c'est de vendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de laisser la parole à ses collaborateurs. Ça permet aussi, là on le disait avec Starbucks, de gagner en visibilité. Au final, tu vas aller toucher des personnes que toi-même, tu n'aurais pas touchées en tant que recruteur, en tant que dirigeant ou sur une page entreprise. Ça me fait souvent sourire parce que les pages LinkedIn des entreprises sont utilisées comme un canal de communication externe, évidemment. Sauf que quand tu regardes les abonnés, c'est majoritairement des collaborateurs. Donc finalement, tu touches une cible que tu touches déjà via d'autres canaux. Là, l'avantage d'une communauté d'ambassadeurs, c'est que chacun de tes ambassadeurs va être porte-parole auprès de son réseau et donc va permettre à ton message de rayonner auprès de profils que tu aurais jamais potentiellement touchés. Et puis, évidemment, les collaborateurs qui sont élus, entre guillemets, en tout cas à qui tu accordes ta confiance pour communiquer sur ta marque, se sentent valorisés. Donc, ça renforce aussi leur sentiment d'appartenance, le lien avec la marque. Et on pourrait se dire, une communauté d'ambassadeurs, faire rayonner nos collaborateurs, ça peut être un risque qu'ils se fassent chasser. Au final, tu renforces tellement leur sentiment d'appartenance et ils développent vraiment un lien particulier avec ta marque que tu vas aller les engager. Donc c'est aussi un outil de fidélisation, si c'est bien fait, une communauté d'ambassadeurs, clairement. Et comme je le disais, pour moi, l'objectif, c'est que tu aies une marque employeur authentique. Et même si les RH, les chefs de projet qui vont nous écouter l'ont en tête, rien de mieux que de passer par les collaborateurs pour jamais s'en éloigner. Et le petit reward aussi côté ambassadeur, c'est que tu travailles ton propre personal branding, ton employabilité. Et ça, c'est une politique pour moi gagnant-gagnant. En fait, tu offres effectivement déjà de la reconnaissance à tes collaborateurs, mais en plus, tu leur permets aussi de briller dans leur secteur et d'être plus visible. Trop bien. Si je résume ce que tu viens de dire, je veux dire que tu es d'accord. Tu as 3 intérêts majeurs. Un, c'est t'élargir le cercle de ta communication à du coup plein d'autres personnes qui n'auraient pas vu ton contenu avant. 2, c'est un contenu de confiance. Les gens font plus confiance à une personne qu'à une entité fictive juridique, une SARL, une SASU ou une SAS ou ce que tu veux. Et 3, du coup, c'est ce que tu viens de dire à l'instant, tu as la fidélisation. Donc les gens se sentent... Il y a un sentiment d'appartenance. C'est les 3 points principaux qu'on pourrait dire. Exactement. Okay. Très bien résumé, Léo. Ça a l'air du coup génial tout ce que tu dis et je me dis qu'une entreprise n'a que des bonnes raisons de faire ça. D'ailleurs, peut-être que tu pourras me dire, est-ce qu'il y a des dangers, peut-être, est-ce qu'il y a des risques, mais quand tu sais ça, comment faire maintenant? Comment se lancer étape par étape? Comment tu fais une communauté en interne? Comment tu la crées? Oui, très bien. Alors moi, je dirais qu'il y a 6 étapes clés à ne pas négliger. La première chose, en tout cas moi, ce que je recommande, c'est de faire appel au volontariat. Donc d'ouvrir une campagne de candidature spontanée, de ne pas aller identifier des collaborateurs. On a souvent... tendance justement en tant que RH, en tant que manager à identifier des collaborateurs et c'est souvent les mêmes collaborateurs qui sont identifiés pour faire les vidéos, faire les témoignages, les interventions, etc. Donc moi ce que je recommande pour vraiment que tout le monde puisse adhérer à la communauté, c'est d'ouvrir une campagne d'ambassadeurs, de volontariat la plus large possible, évidemment en indiquant dès le début qu'il y aura des critères de sélection et d'être transparent là-dessus pour pas créer de frustration si vous devez faire des retours négatifs, mais de laisser vraiment l'opportunité à chacun de
pouvoir candidater. Okay. Et pour ça, effectivement, pour que ça fonctionne vraiment, il faut communiquer. Donc présenter vraiment le projet, le rôle qui est assez nouveau, ce rôle d'ambassadeur. Quels sont les attendus, quelles sont les obligations et aussi qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter, quelles sont vos obligations en tant qu'entreprise. Donc communiquer, ouvrez une campagne assez large et ensuite effectivement sélectionner. Donc différents critères de sélection, hein. On peut par exemple demander aux candidats de tourner une petite vidéo où ils présentent l'entreprise, rédiger un exemple de poste de leur quotidien, comment ils vendraient entre guillemets l'entreprise à un candidat. Là, il faut quand même veiller donc, sur la sélection selon le niveau derrière de formation que vous allez leur apporter. Effectivement, veiller à ce que les personnes soient à l'aise. Mais on distingue souvent deux types d'ambassadeurs. Tu vas avoir les ambassadeurs très très à l'aise, on va dire d'un point de vue relations physiques, qui sont très à l'aise à l'oral. Dans ce cas-là, ça peut très bien être des ambassadeurs en événements de recrutement, dans les écoles, des événements plutôt physiques. Et des ambassadeurs qui sont très à l'aise plutôt à l'écrit, sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ça peut être des ambassadeurs plutôt digitaux. En tout cas, pour moi, les deux rôles sont envisageables. La seule chose dans la sélection, pensez bien à assurer la représentativité. Ça, je pense que c'est un point hyper important, à la fois pour que tous les collaborateurs de l'entreprise se sentent représentés par la communauté, mais aussi pour que les candidats, et donc toutes vos cibles de candidats, puissent se sentir représentés. Donc quand je parle de représentativité, évidemment, c'est le sexe, les régions, enfin les zones de France ou pas que Paris. Internationales, exactement. Pas que le siège social, mais l'ensemble des fonctions, l'ensemble des services, d'avoir vraiment une représentativité, le mot est dur. Il est hyper dur ce mot. Je me suis lancée toute seule dedans, ça fait 3 fois que je le dis. Et autant effectivement pour vos collaborateurs, pour que chacun, encore une fois, se dise moi aussi j'ai eu la chance de pouvoir candidater et derrière, même si je ne suis pas retenue, je sais que mon emploi, ma région est représentée. Et puis aussi pour les candidats, pour avoir un discours qui les touche. Ensuite, avant de lancer la communauté, pour moi, un élément important, c'est justement d'intégrer les hiring managers, d'aller recueillir l'accord des managers, des potentiels ambassadeurs, que ce soit sur temps de travail, ce que je recommande, ou hors temps de travail. Dans tous les cas, la mission va prendre du temps pour les ambassadeurs. C'est aussi un élément de valorisation, on disait tout à l'heure. Donc, embarquer les managers le plus tôt possible dans la communauté, c'est vous assurer que derrière, il ne soit pas un frein à cette activité auprès des ambassadeurs. Donc, pour moi, les 3 étapes, dernière petite étape avant de faire un grand lancement, c'est quand même ce que je recommande toujours, ce que je pratique, c'est de refaire une réunion, en tout cas un point d'information pour être très clair sur les missions, les attendus, encore une fois, des 2 parties, pour que tout le monde qui se lance dans ce nouveau rôle soit bien conscient. Alors, il n'y a jamais... on peut se lancer ambassadeur, se rendre compte que ça ne nous correspond pas. C'est jamais un rôle ad vitam aeternam. Néanmoins, c'est bien à ce moment-là d'être clair là-dessus, pour ensuite pouvoir lancer sa communauté. Moi, je vous conseille, en tout cas, dès le démarrage, de miser plutôt petit. Il vaut mieux avoir peu d'ambassadeurs au début, mais des personnes très, très engagées qui, elles-mêmes, vont faire rayonner la communauté, vont donner envie aux autres collaborateurs, à leurs collègues, de devenir membres, plutôt que d'avoir une trop grosse communauté, parce qu'évidemment, plus la communauté est importante, plus ça va vous demander du temps, de l'énergie à animer. C'est évidemment le dernier point. Une fois lancé, ça demande de l'animation. Donc il y a souvent des effets un peu yo-yo. En tout cas, le lancement, plus si vous misez très fort sur une journée de lancement, des événements, effectivement, il y a un regain d'énergie. Il y a des périodes de l'année où c'est un peu moins le cas. Eh bien, il faut tâcher d'être présent justement à ces périodes-là, notamment de pusher du contenu, de former dans ces périodes-là, de s'assurer d'avoir vraiment une animation continue. Et le format que je trouve assez pertinent, c'est de se dire, on a peut-être tous les trimestres, tous les semestres des points obligatoires, entre guillemets. Donc, par obligatoire, j'entends surtout des événements sympas auxquels tout le monde a envie de participer. Ouais. On va retrouver la plupart des ambassadeurs. Et entre-temps, de proposer des points plutôt volontaires. En tout cas, se connecte qui veut, se connecte qui a une question, se connecte qui a envie de partager quelque chose. Et ça, vous pouvez le faire de manière mensuelle, par exemple, même si c'est juste une demi-heure, même si vous n'animez pas tout, vous, en tant que RH, mais vous verrez, les ambassadeurs ont des choses à se dire, à échanger, et donc d'avoir un peu ce point de contact, en plus des autres éléments que vous pouvez mettre en place pour garder le lien entre ambassadeurs, c'est un bon rythme d'animation.
C'est un boulot à part entière que d'animer cette communauté-là. Dans la manière dont on parle, comment faire pour les RH qui ont envie de faire ça, ou les recruteurs, les recruteuses, même les chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément de RH et qui se disent je vais faire la même chose. Quand tu sais pas faire tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des manières de le faire facilement? Je pense que déjà, il faut pas avoir peur d'être 2 ou 3 animateurs, de ne pas avoir qu'une seule personne, effectivement, sinon c'est quand même assez chronophage. Notamment, là j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les ambassadeurs peuvent vous poser des questions lorsqu'ils s'apprêtent à publier un post, donc de la relecture, essayer de corriger le post, ou bien les conseillers avant une intervention dans une école, en événement, donc tout ça c'est aussi du run. Donc effectivement, être plusieurs interlocuteurs en mesure de leur répondre, proposer ces points à fréquence régulière, donc tous les mois, c'est aussi centraliser ces questions et faire en sorte qu'effectivement le moins urgent il nous est posé qu'une seule fois dans le mois, et aussi chacun va apprendre des questions des autres. Donc voilà, être plusieurs, mettre un petit peu de régulier, et vraiment pour les entreprises qui n'y arrivent pas, il y a des personnes qui aident à animer, bien sûr, mais... Comme qui, par exemple? On en reparlera, Léo. Mais effectivement, c'est une mission, je dirais, qui peut être portée par 2-3 personnes dans l'entreprise. Et c'est aussi la bonne occasion, le bon projet pour mixer, par exemple, un membre RH, un membre de la com, un membre d'une autre équipe, pour allier aussi les compétences d'animation de communauté. Ok, ouais, ça donne envie de lancer un campus de communauté, d'en voir un peu partout. Et ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir des chiffres, parce que c'est le nerf de la guerre souvent, combien ça me coûte. Oui. Est-ce que tu aurais, toi, des stats sur alors les coûts de mise en place, pas forcément, mais plutôt sur les résultats des clients que tu as pu avoir, ou toi tu l'as dit, tu l'as mis en place en 2016, 18, 16. Est-ce que tu as pu des résultats de avant et après? Qu'est-ce qui marche? C'est quoi la différence sur quantité et qualité de recrutement? Alors c'est plutôt effectivement un projet, je dirais, long terme. Tu ne vois pas des résultats immédiats. Ça va se travailler dans le temps. On dit souvent qu'un candidat a besoin de 8 expositions positives à ta marque employeur avant d'avoir envie de candidater. Ça contribue évidemment, si on est seul RH à produire du contenu, forcément ça met plus de temps. Donc c'est toujours très compliqué de traquer exactement ce qui est dû ou pas à un ambassadeur. Néanmoins, ce qui est facile à traquer, c'est le nombre de candidats qui leur sont directement adressés, puisque le but, ça va être quand même de faciliter la mise en relation entre vos ambassadeurs et les candidats. Donc ça peut se compter donc selon la taille de l'entreprise, mais on va dire pour une entreprise qui fait 300-400 recrutements par an, il y a facilement une bonne dizaine de recrutements qui sont faits en direct par des mises en relation via des ambassadeurs, et sans compter toutes les actions positives qui auront été faites et qui auront contribué à d'autres candidatures, évidemment. Ok, trop bien. Et tu aurais des exemples à nous donner, ou disons un exemple d'un client que tu accompagnerais, ou toi dans ton expérience passée, de justement un best practice, je ne sais pas si tu peux nommer des noms, mais des boîtes qui ont mis ça en place, est-ce que ça a donné? Bien sûr, il y a des entreprises, enfin des clients avec qui on travaille de manière tout à fait transparente, ouais. Donc je peux vous donner des exemples, notamment en ce moment et déjà depuis quelques mois, et pour toute l'année 2023, j'accompagne la Caisse d'épargne Île-de-France, dont son siège est à quelques pas du lieu où on enregistre, Léo. Et la best practice a été de se dire, on crée un groupe, un canal dans lequel chacun va pouvoir aller poster ses questions, et notamment aussi indiquer qu'il a publié sur LinkedIn. Donc c'est un mini pod, parce qu'ils sont que 20. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un pod humain. Ouais, exactement. C'est un pod humain entre collègues. Donc pour vulgariser, pod, effectivement, c'est le fait de s'indiquer quand on vient de poster sur LinkedIn, notamment en l'occurrence, et donc d'inciter les uns les autres à aller commenter, liker. Néanmoins aussi, je trouve que le fait d'avoir ce canal où on voit les autres poster, chose qui ne serait pas forcément le cas sur LinkedIn, puisqu'on ne voit pas tout passer, ça rebooste aussi les autres ambassadeurs. Et puis il y a un petit côté challengeant, en l'occurrence là les ambassadeurs sont majoritairement sur des fonctions commerciales, donc forcément il y a ce petit côté challenge de se dire bon, alors lui ça fait 3 fois qu'il poste, moi ça fait 1 mois que j'ai pas posté, je vais peut-être soit ça te donne des idées, soit même ça peut te rechallenger pour poster. Trop bien.
je pense que c'est plein d'exemples. Et là, je me dis, les gens qui écoutent vont se dire, ouais, faut que je lance ma communauté. En plus, tu crées beaucoup de contenu régulièrement sur ces sujets-là et sur l'inbound en général via ta newsletter qui est très chouette. Je conseille à tout le monde qui écoute de s'abonner à ta newsletter, qui amène beaucoup de contenu. Tu décryptes des annonces, tu décryptes des messages, tu décryptes des posts. J'ai beaucoup aimé le décryptage c'était les tontons afro. Qui avait fait un post vraiment chouette pour le restaurant à Lille, et bravo pour ça. Il y a un autre sujet dont tu voulais parler aujourd'hui. C'était un sujet qui est un petit peu, on va dire, similaire à la communauté d'ambassadeurs, c'est la cooptation. Donc une autre manière en fait j'allais dire se servir, mais c'est pas ça, mais d'aider ses collègues à s'aider eux-mêmes en recrutant des personnes qui seront leurs futurs collègues. Pourquoi la cooptation ? Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que c'est un canal hyper puissant. Comme on le disait, les candidats sont en recherche d'authenticité, ils vont aller rechercher des recommandations, des avis, se rassurer, et la cooptation, c'est évidemment le meilleur moyen pour ça. Donc le pourquoi, initialement, je ne pensais pas, quand je l'ai mis en place, que ça serait aussi puissant, très honnêtement. J'étais dans un environnement où il n'y avait pas de cooptation, et en plus un environnement donc, bancaire où il est interdit de recruter les enfants, les parents, les conjoints. Il n'y avait pas ce déclic de se dire on recherche quelqu'un, on recherche un candidat, peut-être que je connais quelqu'un. Il n'y avait vraiment pas ce déclic-là. Donc je me suis dit, je vais d'abord tester, très honnêtement. En fait, très rapidement, c'est devenu notre canal numéro 2 de recrutement. Okay. Donc on recrutait un tiers de nos recrues CDI via cooptation. Donc vraiment énorme, avec à la fois un taux de conversion énorme, parce qu'on avait à peu près un CV sur 6 que l'on recevait qui était recruté. Okay. Donc nos collaborateurs avaient vraiment compris les attendus, les critères, et ça matchait bien. Et derrière ça, effectivement, moins de turnover, moins de rupture de période d'essai, etc. Donc en fait, très honnêtement, ce concept-là, je l'ai pas tant poussé que ça avant de le lancer. Je me suis dit, beaucoup d'entreprises le font, on le fait pas, il y a des freins à casser, mais testons. Et d'abord, on l'a lancé de manière très manuelle, en fait, à base de tableaux Excel, etc. Très vite, on s'est fait déborder par la quantité. Donc, ça a vraiment été du test and learn, en fait. Et après, évidemment, notamment quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à travailler sur des réanimations de cooptation pour mes clients, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une politique fonctionne ou ne fonctionne pas ? Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question avant ça. Ok, c'est vrai que là, les chiffres que tu donnes sont fous. Souvent, la cooptation, ça peut être une belle part des boîtes qui l'utilisent. Mais là, un tiers, c'est énorme, 33%. Félicitations. Et est-ce que tu aurais du coup des manières de la rendre plus efficace ? Voire, deuxième question, en fait, je suis en train de me dire, mais la mixer avec la communauté d'ambassadeurs, en fait. Enfin, les deux vont de pair. Pour ça aussi, quand on a parlé de ces deux sujets. Comment tu pourrais, toi, la rendre plus efficace, la cooptation, et comment la mixer avec la communauté d'ambassadeurs ? Oui, alors pour répondre à ta première question, en fait, ça va reprendre aussi des facteurs clés de succès de la politique d'employee advocacy. Premièrement, la communication. Honnêtement, donc dans l'enjeu que j'exposais quand les collaborateurs ont cette appréhension à recommander quelqu'un de leur entourage, évidemment, il va falloir communiquer beaucoup, mais dans tous les cas, communiquer régulièrement et en fait, comme dans beaucoup de communications, je dirais communiquer de manière personnalisée. Souvent, on voit effectivement des communications massives, répétées, du fait on recrute sur tant de postes, ou bien on a relancé notre prime de cooptation, mais le collaborateur va pas forcément se sentir concerné ou se dire moi aussi je peux penser à quelqu'un. Donc pour moi, 2 bonnes pratiques en communication, c'est de la com personnalisée. Alors ça, selon la taille de l'entreprise, soit on peut le faire, soit on l'automatise, soit il y a des outils pour le faire, mais de se dire finalement je recherche un conseiller commercial à Paris, puisque nous y sommes aujourd'hui, je vais peut-être adresser un message personnalisé à tous les conseillers commerciaux de l'Île-de-France en leur disant bonjour prénom, je recherche un profil comme le tien dans ta zone sur les mêmes compétences, etc. Donc vraiment le personnaliser, ce qui veut dire que notre profil en question, il va pas recevoir ce type de mail tous les jours. Donc, quand il le reçoit, forcément, ça a plus d'impact. Et aussi, c'est beaucoup plus personnalisé. On lui donne déjà des éléments très précis de la personne que l'on recherche. Donc, c'est toujours moins compliqué de penser à quelqu'un dont on t'a décrit le portrait plutôt qu'un message très, très ouvert. Donc, première bonne pratique. Deuxième bonne pratique, c'est aussi de communiquer justement sur ses réussites, de mettre en avant des binômes de coopteurs, cooptés, pour se dire, ah ben tiens, en fait, Léa a coopté Léo.
Moi aussi, peut-être qu'en fait, je connais un ex-camarade de classe, un collègue de mon mari, peu importe, en tout cas quelqu'un qui pourrait ressembler à ce profil. Donc la communication, pour moi, c'est vraiment un élément clé. Là aussi, ça nécessite de l'animation, donc pas hésiter à faire des petits challenges en interne. Aussi, un élément qui fonctionne bien sur des métiers notamment très pénuriques et encore mieux si vous pouvez allier métier pénurique et recrutement volumique, de se dire sur un mois par exemple je booste la prime uniquement pour ce poste. Et il faut vraiment que ça soit temporaire parce que sinon on s'habitue à la nouvelle prime, au nouveau montant de la prime, mais se dire là je passe de 500 à 800 euros, un mois limité. Généralement on voit un bon booster de cooptation et au-delà de ceux même qui ne vous enverront pas de CV, eh bien voilà, vous avez réimplanté le principe de cooptation, donc la communication et là, vraiment, ça devrait être le cas avec tous les candidats, mais l'expérience candidat d'un coopté, elle doit être exceptionnelle. Ouais. Double enjeu, il y a votre marque employeur auprès du candidat en jeu, mais il y a aussi votre collaborateur, la vision de son entreprise. Il vous a recommandé, il n'a pas envie, justement, d'avoir un retour négatif concernant l'expérience qu'a vécue sa relation. Donc, vraiment, expérience candidat au max et transparence d'infos. Il faut que votre coopteur il soit informé à chaque étape d'où en est la candidature. Pour moi, c'est important. Ça peut être super frustrant si tu cooptes des gens et qui sont mal accueillis par l'entreprise, par tes recruteurs, par tes RH. Genre, je ferai plus. Et après, exactement. Les gens, quand ils perdent la confiance, ils se rouvrent plus. Exactement. Et même s'il y a un retour négatif, on le sait bien, un retour négatif peut être fait dans de très très bonnes conditions. Pour moi, évidemment, et comme pour tous les autres candidats, il faut un retour transparent, clair, mais aussi auprès du coopteur. Soyez clair sur les raisons pour lesquelles vous ne recrutez pas sa recommandation, pour que derrière, évidemment, aussi, il affine les profils qu'il vous envoie. Donc, transparence de rigueur. Trop bien. En vrai, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de la cooptation. Ma question pour toi, elle est sur les deux manières de recruter que tu as présentées, donc les communautés et la cooptation. Est-ce que tu vois des limites ou des risques, voire des dangers potentiels ? Oui, bien sûr. Là, ce dont on vient de parler, effectivement, l'impact négatif que ça peut avoir sur les collaborateurs, si c'est mal géré, s'il y a une problématique, c'est pas uniquement l'impact avec le candidat, c'est aussi votre relation avec le collaborateur qui est en jeu. Donc ça, évidemment, ça nécessite d'avoir une vigilance accrue. Et je dirais aussi sur la cooptation, d'ailleurs, c'est un frein qui est souvent levé, on a peur de cloner en fait. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, effectivement, du collaborateur qui est lui-même conseiller en région parisienne, qui reçoit ce message, peut-être que sa première pensée va être de se dire j'envoie à tous mes ex-collègues, tous mes ex-camarades, effectivement, qui ont fait la même école, la même formation, dans la même zone, qui ont évolué dans les mêmes entreprises. Mais là aussi, c'est tout l'intérêt de faire une campagne de communication. Si vous êtes très clair sur vos critères, qui peuvent être très ouverts, si vous mettez en avant des profils qui ont été recrutés et en fait, je sais pas moi, coiffeuse, boulangère, peu importe, eh bien c'est comme ça que vous allez amener de la diversité. Et je dirais même que la cooptation, l'employé advocacy, ce sont des moyens d'élargir les cibles, puisque forcément, vous allez aller atteindre des personnes que vous n'auriez jamais atteintes en tant qu'entreprise, même si vous faites des communications pour communiquer sur le fait que vous élargissez vos critères. Il n'y a rien de mieux que l'exemple et qu'un proche vous en parle. Donc, au contraire, il faut avoir conscience de ce risque pour justifier, pour argumenter, pour donner des exemples qui montrent au contraire votre ouverture, et à ce moment-là, vos collaborateurs vont vous permettre d'aller atteindre ces cibles différentes. Ok. C'est pas mal de choses à penser pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et dernière petite chose sur ces sujets-là, est-ce que toi, tu aurais des stats, des KPIs à traquer sur ces sujets ? Qu'est-ce que tu mets en place alors, pas forcément tout donner parce qu'il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qui fera pour toi un succès d'une communauté, un succès d'une cooptation, outre le fait qu'il y ait des gens recrutés à la fin ? Déjà, je pense que c'est le turnover au sein de ces communautés, notamment le turnover. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment si tous vos ambassadeurs démissionnent, effectivement, posez-vous des questions, mais aussi si beaucoup d'ambassadeurs demandent à sortir de la communauté, par exemple. Donc, le turn dans ces communautés, ça peut s'expliquer qu'un collaborateur, à un moment donné, ait envie d'être ambassadeur, et ensuite, il y a un gros projet, un élément de la vie perso qui fait que cette année, il vous dit non, moi, je peux pas me réengager. Néanmoins, si c'est la majorité, effectivement, c'est un KPI important. Pareil sur la cooptation, si on voit que quelqu'un cooptait beaucoup de personnes et d'un coup, que finalement, il est assez absent, il y a des questions à se poser
sur son engagement, sur sa vision, etc. Et là, c'est un travail de RH, d'aller à la rencontre, d'aller à l'écoute de ses collaborateurs. Donc, c'est beaucoup plus finalement des points individuels. On est sur des petites communautés, sur des petits volumes. Moi, je dirais, il y a évidemment plein de KPI qui vont vous indiquer si votre communauté, si votre cooptation, on en a parlé, le taux de conversion, le nombre de recrutements, etc. Mais je dirais que la vigilance, on est sur des communautés humaines, c'est vraiment de l'individuel. Essayer de suivre et bien évidemment de faire aussi des sondages de satisfaction au sein de ces communautés. Super pertinent en effet de voir que les deux sont des politiques à mettre en place et du coup de voir en effet ce que l'engagement de cette politique tombe. C'est des KPI très malins que tu nous donnes là. Donc merci beaucoup. Et la condition, j'ai envie de dire, pour tout ça, c'est que du coup tes collègues ont envie de le faire. Une des questions, et on en parlait, on a un épisode entier avec Louise, l'épisode 5 sur ce sujet-là. 5 ou 4 je crois que c'est 4, 5 c'est Carole. Sur du coup, comment est-ce que tu t'allies avec tes hiring managers? Ma question pour toi, elle est comment est-ce que tu crées des liens avec tes collègues suffisamment forts pour qu'ils te fassent confiance, pour faire de la cooptation et pour créer des communautés? Ouais, effectivement, c'est un rôle clé qui peut être un frein si justement ce n'est pas présent. Pour moi, effectivement, il y a notamment le rôle du RH, j'allais dire HRBP, de cette fonction qui va être justement le binôme du manager par périmètre. Donc là aussi, on retombe vraiment sur de la gestion individuelle en fait de cette relation. Et pour moi, tous, et notamment donc, l'ensemble des RH sont des piliers forts pour faire connaître, mais aussi derrière pour donner du retract, notamment sur la cooptation. Le fait de communiquer sur les résultats auprès des managers de manière régulière, même si eux ne l'ont pas encore vu appliquer dans leurs équipes, forcément que l'ouverture va se faire. Pareil sur les ambassadeurs. Donc là aussi, communication régulière, individualisée. Il n'y a pas de recette miracle, mais en RH, souvent quand même, la bonne connaissance et de bonnes relations régulières en transparence, c'est vraiment ça qui peut être game changer, je dirais. Ok, donc au quotidien, tu arrives à les comprendre, à voir ce qui marche pas, pourquoi ils sont contents de ci, contents de ça. Et juste, ta pratique recommandée, c'est la communication. Ouais, effectivement, je pense que c'est le meilleur moyen aussi d'aller identifier des freins qui peuvent être hyper individuels, liés à une mauvaise expérience. Donc souvent, donc je forme aussi des hiring managers et souvent je sens une réticence sur les réseaux sociaux, peut-être moins présente auprès de la communauté de recruteurs parce qu'on l'utilise par nature. Néanmoins, quand on ouvre les champs, et notamment les hiring managers, les réticences aux réseaux sociaux sont souvent liées à des expériences plus personnelles, notamment les enfants. Donc une vision des réseaux sociaux qui est parfois très éloignée de la pratique que l'on attend, de l'utilisation aussi de LinkedIn et même du comportement des inscrits sur LinkedIn. Donc d'aller essayer de comprendre, et là c'est vraiment individuel en fait, quels sont les freins et essayer de les saisir pour lever s'il y a nécessité d'être levé ces freins. Ok, j'adore. Je trouve que tes conseils à chaque fois sont très activables et directs. Merci pour ça. Et j'avais envie de te poser une question, c'est la toute dernière question. Après, on pourra passer aux 3 questions evergreen qu'on pose à chaque fin d'épisode. Ma question pour toi, est-ce que tu penses que demain, tu verrais d'autres choses aujourd'hui, la communauté et cooptation, déjà, si on met ça en place, notre inbound, il est vraiment mis en avant et il y a plein de gens qui vont venir à nous. Est-ce que tu verrais des choses qui n'existent pas aujourd'hui, qui demain pourraient exister sur l'inbound dans tes rêves les plus fous? Ça serait quoi un peu vraiment ce modèle parfait où les gens viennent à toi tout de suite? Alors, j'avais 2 rêves. Il y en a un qui est en train de se réaliser. Je dirais, c'était le fait de garder du lien avec ses candidats. Ça a toujours été mon rêve et je manquais d'outils à l'époque, mais il y a de plus en plus d'outils qui le permettent, donc de garder du lien via des newsletters, etc., avec vos anciens candidats. Mon deuxième rêve, et je ne l'ai pas encore vu réaliser, donc si vous nous écoutez, d'ailleurs, vous pouvez peut-être faire en sorte qu'il s'exauce, c'est de se dire, en tant que recruteur, on rencontre tous des candidats pépites et on sait qu'il y en a certains, malheureusement, on n'aura pas d'opportunité pour eux, ou bien le culture fit n'est pas là. Néanmoins, c'est une pépite. Et on connaît tous des recruteurs qui sont en recherche. Donc moi, je rêverais d'un monde où les recruteurs sont une vraie communauté qui s'échangent des candidats, qui conseillent aussi le candidat, qui lui disent nous, ça ne pourra pas le faire pour telle raison. Par contre, je connais ce top recruteur qui recrute sur des profils similaires. Cette culture d'entreprise, je pense que ça pourrait matcher avec toi. Et à la fois, on conseille le candidat et en même temps, le recruteur en face, il reçoit un candidat
préqualifiés, déjà présélectionnés. Et ça, c'est vraiment mon rêve ultime. Charlène, je pense que ton rêve existe. C'est vrai ? En partie, tu as 2 boîtes qui font ça. La première, ça s'appelle Community, oui. Qui est une boîte filiale de Trusty qui fait de la cooptation. Et justement, il y a ce partage de candidats que tu fais. Donc, quand tu n'en veux pas, tu peux les donner. Et il y a Circular, je ne sais pas si tu connais, qui est une boîte espagnole. Okay. Ils ont racheté notamment le Talent Club qu'avait créé Alice Duranto à Paris. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, donc c'est une plateforme, c'est ce que tu viens de dire en fait, c'est ton rêve, Charlène. C'est un candidat, ou une candidate, ça marche pas, je le mets sur la plateforme et d'autres personnes vont pouvoir la recruter avec mon message, qu'est-ce qui marche pas, soft skills, hard skills, culture fit, etc. Et après, plus tu envoies des candidats à des personnes, plus tu peux toi après avoir des crédits pour ensuite pouvoir recruter les personnes. Ok. Tu viens d'éclairer à la fois ma lanterne et aussi ma journée. Je ne sais pas si les auditeurs qui tu pourras les fouiller. Exactement. Je ne sais pas si c'est assez connu du coup parce que j'en avais pas connaissance. Community, je vois la marque, mais tu vois, j'avais pas connaissance de cette solution, donc c'est juste génial. Et tant mieux si on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus de recruteurs qui soient actifs dans ces communautés. Et oui, et ils font, c'est des business. Hein, derrière, après, ils ont un business model et autres. Et tu as aussi tous les communautés Slack entre recruteurs où là, les gens se partagent des candidats, mais c'est pas systématique. Et il n'y a pas ce petit mot, comme tu dis, ça n'a pas fait pour ça et ça comme raison. Mais c'est bien, tu as ton rêve, tu vois, tu as essayé, tu n'as plus de rêve. Tu peux en inventer un troisième. Exactement. Tu peux créer un troisième rêve pour la prochaine fois où on se parlera. Pour conclure cet épisode, j'ai 3 questions à te poser. Tu les connais, tu les as écoutées dans les différents épisodes précédents. Tu as pu te préparer pendant des mois et des mois. La première, si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui nous écoute, qui fait du recrutement, ce serait quoi le conseil ? Ça serait de oser créer du contenu, se lancer, être visible en tant que recruteur et pas uniquement travailler la marque de son entreprise via le canal entreprise, mais de enfin oser prendre la parole à titre personnel, professionnel, en créant du contenu et en étant plus visible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un élément indispensable en tant que recruteur. Pour ça, on peut te suivre sur LinkedIn, on peut suivre des gens comme Hélène Lee, comme Bérangère Gonzalez, qui font des très bons contenus sur le recrutement et qui font briller leur marque personnelle. Exactement. Très bon conseil. Deuxième question, demain, je ne le souhaite pas, mais tu t'arrives sur une île déserte. Tu choisis le lieu, je suis gentil, tu choisis le lieu dans le monde et tu as 2 objets. Premier objet, c'est un tam-tam pour t'ambiancer le soir quand tu es toute seule sur ton île déserte. Deuxième objet, un contenu recrutement, ce serait quoi ? Ça peut être un podcast, un livre, ce que tu veux. Étant donné que j'aurais pas de connexion Wi-Fi, je dirais un livre, forcément. Ouais. Un livre que j'ai beaucoup aimé tant sur la partie entrepreneuriale que culture d'entreprise et politique RH, c'est Let My People Go Surfing de Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia. Ce livre, c'est une merveille en tant qu'entrepreneur, en tant que RH, en tant que recruteur. Superbe livre. Eh bien, tu le vends super bien, je vais aller de ce pas voir de quoi il s'agit. Et la troisième question, c'est le balance au tam-tam. Le principe est simple, des gens qui selon toi font des choses géniales, mais ne sont pas assez mis en avant. Ils pourraient être encore plus, faire encore plus de choses et qu'il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais c'est trop cool ce que cette personne fait. Est-ce que tu as des noms à me balancer ?» Alors pas 12, mais 2-3. Allez, je commence avec une vraie amoureuse du recrutement, Nadège Vanson. Donc Nadège, je l'ai croisée au début de ma carrière. L'histoire est drôle. Moi, j'étais alternante, elle était chargée de recrutement. On s'est quittés pendant 2 ans. Et puis quand j'ai créé mon équipe recrutement, marque employeur au sein de mon ancienne entreprise, je l'ai rappelée. Donc elle m'a rejoint comme chargée de recrutement. Et ensuite, elle a pris ma place en tant que responsable recrutement. Trop drôle. Et c'est vraiment quelqu'un, ça fait 15 ans, pour pas dire de bêtises, qu'elle fait du recrutement. Et il y a toujours cette même étoile dans les yeux. Elle a à la fois ce côté expertise et en même temps ouverture. Elle est toujours prête à mettre en place de nouvelles pratiques. Donc Nadège, c'est une pépite. J'espère qu'elle acceptera ton invitation. Ça va être un épisode de fou. Ouais, elle est basée à Lyon. Trop bien. Ok, trop cool. T'avais une autre personne ou c'était la seule vraiment, tu t'es dit genre je vais envoyer... Non, j'en ai d'autres. J'ai Laetitia Guillon également, qui est en fait une ancienne communicante qui s'est reconvertie en recrutement. Pareil, vraie amoureuse du recrutement. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle met en place des solutions qui lui semblent innées, mais par son passé de communicante est assez innovante en RH. Et donc vraie pépite qui en plus recrute sur un secteur difficile qui est la santé, donc elle met en place plein d'astuces, etc. Ça pourrait faire un super épisode aussi. Ok, trop bien. Écoute, je me note ces 2 personnes, je les contacterai de ta part. Et du coup, c'est la fin de cet épisode, Charlène. Je te remercie énormément. Je trouve que dans le temps qu'on a eu, tu as donné tellement de conseils par minute que je me dis, à la place de quelqu'un qui écoute, j'espère que ça va être vraiment chouette avec les gens vont se dire, waouh, j'ai envie de faire ça. Et si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur LinkedIn, je suppose que tu fais le gros de ton activité. T'as pas de TikTok, Instagram, non, tu t'es pas encore... Non, Omnicanal.
canal, effectivement. Ok, très bien. Donc sur LinkedIn, Charlène Emery, les gens pourront aller te retrouver et suivre tous tes posts que tu fais tous les jours de la semaine. Ouais, tous les jours de la semaine, pas le week-end, exactement. T'en es pas encore là? Non, j'en suis pas encore au week-end. Le week-end, je les écris souvent et je poste tous les jours de la semaine. Et tu en parlais le jeudi, la newsletter, où j'essaie vraiment que ce soit très activable. Quoi. Ouais. C'est des tips. On se rejoint là-dessus avec le podcast sur le côté activable. C'est bien, il faut ça. Les gens ont besoin de ça. Merci pour cette participation à cet épisode. C'était vraiment chouette. Je te dis du coup à la prochaine fois. Je te souhaite passer une très bonne journée. Merci beaucoup Léo, à bientôt. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là à Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.